Monseigneur Christophe Monziora, donc c'est l'archevêque de Bukavu qui, à ce moment-là, étant donné une quasi-absence de l'État, on a expliqué ici que à l'époque, l'armée n'avait pas les moyens pour faire cette guerre-là. On avait acheté beaucoup de généraux, beaucoup d'officiers, et que même les autorités politiques sur place au sud Kivu n'avaient pas le soutien de Kinshasa. Donc à ce moment-là, c'est l'archevêque et le vice-gouverneur à l'époque qui se chargent de prendre les responsabilités en main, les responsabilités de l'État entre guillemets, et qui, ayant compris les enjeux, se mettent à conscientiser la population. Sauf qu'effectivement, en ce qui concerne l'archevêque de Bukavu, lui, déjà un an avant que la guerre se produise, au moment de la guerre rwandaise elle-même, lorsque l'on accueille les réfugiés qui fuient la guerre du Rwanda, il est déjà très actif sur le terrain diplomatique. Il se comporte en fait comme un diplomate et c'est lui qui envoie une série de courriers au secrétaire général des Nations Unies, à la France, à la Belgique et tout le monde pour leur expliquer que la décision qu'il s'apprête à prendre consistant à... Comment dire, il y avait un embargo à l'époque contre l'importation des armes par le Rwanda et on s'apprête à décider de mettre fin à cet embargo-là. Et donc lui, qui est au courant des enjeux, sait très bien que c'est une poudrière. Et il a écrit dans un certain nombre de textes qui parlaient de poudrière, un vrai prophète en fait. Quand on lit aujourd'hui un certain nombre de ses écrits, on se dit, on a l'impression qu'il est en train de parler là, il y a 2 jours. Parce qu'il avait une vision. C'est vrai qu'il faut reconnaître que je pense qu'il avait fait un doctorat en sociologie politique et donc il comprenait les enjeux au niveau régional et politique. Et cet homme-là a essayé d'alerter le monde entier sur la poudrière qui allait se produire après le génocide rwandais à travers le Congo. Et moi, j'ai la chance à cette époque-là de diriger l'association Sima Kivu, donc qui est une ASBL de droit belge, regroupant les ressortissants du Kivu, également des anciens du Kivu, des Belges, etc., en Belgique. Et à ce titre, comme président de cette organisation, moi j'ai un contact personnel avec l'archevêque en septembre. Pas en septembre, je me trompe, c'est en octobre. Lorsque les premières attaques se font sur Bukavu, sur le Congo et sur Bukavu, et que donc moi j'essaie de prendre des nouvelles de lui parce que je savais qu'il s'organisait donc avec le vice-gouverneur, avec les autres notables, ce qu'on appelle les notables de la ville, pour organiser un peu une sorte de résistance, appeler la population à ne pas partir, à rester sur place, etc. Donc je téléphone pour prendre des nouvelles et au téléphone, il m'explique une chose que je garde jusqu'aujourd'hui, qui a conduit d'ailleurs ma compréhension des enjeux et mon propre engagement. Il me dit, Emmanuel, nous sommes agressés par le Rwanda. Ce n'est pas une guerre ethnique, ce n'est pas une guerre civile. Il ne s'agit pas de Congolais qui se battent entre eux. Il s'agit d'une guerre d'agression du Rwanda. Et ce pays est soutenu par les États-Unis, par la Grande-Bretagne et par la Belgique où vous vivez. Donc, je vous demande de le dénoncer. Vous en avez entendu? On est coupé. J'ai entendu, moi. Il faut le dénoncer. Donc, dès le lendemain, j'arrête d'ailleurs ma thèse de doctorat à l'époque et je mobilise tous les amis avec moi pour dire, voilà, on a reçu un testament. Pourquoi je dis testament? Puisque, en fait, le lendemain de mon appel, cet évêque est assassiné par l'armée rwandaise sous la conduite de Laurent Désiré Kabila. Donc, le type me dit, il faut le dénoncer là-bas. Et le lendemain, moi j'apprends à la radio qu'il vient d'être assassiné. Donc, tu fais quoi à ma place? T'arrêtes tout. Hein. Donc moi j'arrête tout et on se mobilise à l'époque telle qu'on était pour dénoncer, pour apporter cette parole-là qui était difficile à entendre à l'époque parce que le contexte géopolitique, c'est que le monde entier a l'air de comprendre, y compris même la communauté congolaise à laquelle nous appartenons à l'époque, comprend. Si Kabila arrive, c'est donc la chute de Mobutu, dictateur pendant 35 ans. Le chef de l'AFDL à l'époque a été reçu une quarantaine de fois par l'ambassadeur américain à Kigali avant qu'on accepte qu'il soit le porte-parole de l'AFDL. Nous savons ça.
Nous savons, comme il me l'a dit, le Rwanda nous agresse avec le soutien des États-Unis, de la Belgique et de la Grande-Bretagne. Donc nous, on est quasi les seuls à ce moment-là, à l'époque, à dire non à la libération de Kabila. Et nous sommes vilipendés par tous les autres, vous soutenez la dictature, etc. Non, on a simplement compris que le gars qui vient, il risque d'être un autre Mobutu, il va rester également 30 ans au pouvoir. Et donc, cet homme-là est un visionnaire, comme je l'ai dit, et il a vraiment tout fait et il a payé de sa vie la prophétie qu'il avait annoncée. Et tout ce qu'il a dit s'est réalisé, en fait. Ce que nous vivons encore maintenant dans la région, Rwanda, Burundi, Ouganda, etc., il l'avait prédit, il avait compris les enjeux qui sont des enjeux qui dépassent le niveau local, les explications simplistes consistant à dire il y a des nègres qui s'entretuent, les ethnies se massacrent entre elles. Lui, c'est le niveau global. C'est-à-dire le complexe militaro-industriel qui dirige le monde actuellement et qui fait prendre des décisions à tous les hommes politiques. Et donc ce à quoi on a affaire aujourd'hui au Congo, c'est une guerre larvée entre des sociétés privées qui dépaissent le Congo et qui ont comme objectif principal, d'ailleurs ça a été dit plusieurs fois également, l'objectif principal c'est d'arriver à balkaniser ce pays-là pour avoir plusieurs morceaux où on peut plus facilement exploiter les richesses, c'est-à-dire essentiellement les richesses du sous-sol, les minerais, matières premières, coltan qui sert à la fabrication des GSM, des téléphones portables, etc., des téléphones portables, mais également des ordinateurs portables, des jeux électroniques. Le coltan, il est très présent au sud Kivu et beaucoup voulaient mettre la main dessus, l'or, le diamant, etc. Bon, première chose. Deuxième chose, le pétrole également. Au Congo, dans cette province-là, il y a également le pétrole et des entreprises comme Heritage Oil, les Canadiennes, ont compris cela et se sont portées au devant de la scène à ce moment-là. Et donc, on a affaire véritablement à une guerre larvée qu'on ne peut pas avouer, qui est inavouable. Et c'est plus facile de dire de manière simpliste, voilà, ce sont les populations locales qui s'entretuent. Mais les vrais enjeux, c'est-à-dire les enjeux géopolitiques, vu la position géographique du Congo et vu les richesses de son sous-sol, il est clair qu'aujourd'hui, 20 ans après, ou à peu près 20 ans plus tard, après que cette guerre ait commencé, maintenant ceux qu'ils veulent savoir savent. Et ce qu'ils savent, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il y a une oligarchie mondiale qui dirige toutes les sociétés, qui décide de ce qui doit se faire en Grèce, qui décide de ce qui doit se faire en Belgique, qui décide également de ce qui doit se faire au Congo. Et ce ne sont même pas 1% de la population mondiale qui détient les 99% de la richesse mondiale. C'est elle qui est présente au Congo. Les vrais enjeux sont là. Et Monseigneur l'avait bien compris. Et grâce à lui, moi qui suis communicologue, écoutez, moi je me suis même permis de faire un diplôme en relations internationales pour bien comprendre ces enjeux-là. Pour comprendre. Alors la double procuration, cette guerre par double procuration, je la comprends comme suit. Donc au niveau local, qu'est-ce qu'on voit? On voit des acteurs locaux, c'est-à-dire des chefs de guerre ou des chefs d'État congolais qui sont engagés dans une guerre. Sauf qu'on ne fait pas une guerre avec des cacahuètes, c'est avec des armes, c'est en termes de millions. Et ces acteurs locaux reçoivent donc des armes et de l'argent de la part d'acteurs régionaux, en l'occurrence ici le Rwanda et l'Ouganda. Eux-mêmes ne sont pas des pays riches, 60-50% de leur budget viennent de l'étranger. Donc ils sont financés par les troisièmes acteurs qui sont des acteurs internationaux, les grandes puissances qui les utilisent et eux-mêmes utilisent des acteurs locaux. Donc ce qu'on appelle une rébellion, ce qu'on a appelé les rébellions, ce ne sont pas des rébellions, ce sont des créations simplement des sous-traitants rwandais, ougandais et par moments burundais, qui eux-mêmes sous-traitent la guerre des États-Unis, de la Grande-Bretagne, du Canada, pour avoir accès aux ressources du Congo. Et donc, il faut bien voir ici que, par exemple, lorsque
ce qu'on appelle la deuxième rébellion, le RCD Goma. La rébellion, ce qu'on appelle la rébellion du RCD Goma, qui sont que des criminels pour moi, viennent faire la guerre en 98. C'est même marqué par tous les chercheurs sérieux, notamment Alain Deneau, Noir Canada. Il explique là-dedans que, en fait, l'objectif du RCD Goma, c'est de venir rétablir des entreprises canadiennes, notamment Banro, notamment l'AMFI, etc., dans leurs droits, c'est-à-dire des droits qui leur avaient été concédés par la première soi-disant rébellion également de Kabila, AFDL. Ils avaient signé des contrats avec eux, ils ont reçu des armes, ils ont reçu de l'argent, ils ont signé des contrats avec eux, puis une fois arrivés au pouvoir, Kabila les a dribblés un petit peu, et puis il arrive au pouvoir, il ne respecte pas son engagement. Donc la deuxième guerre n'a comme objectif principal, selon la plupart des auteurs, que de permettre à ces entreprises-là de récupérer les concessions minières que Kabila leur avait cédées et qu'il leur avait retirées une fois arrivé au pouvoir. Voilà un petit peu cette double step donc, des acteurs locaux qui sont de pauvres gars que l'on utilise et qui reçoivent de l'argent et des armes de pays satellites désignés par la grande puissance comme étant ceux qui vont jouer ce rôle-là en Afrique centrale, qui reçoivent, donc ces pays satellites sont l'Ouganda, le Rwanda essentiellement, qui eux-mêmes sont des sous-traitants des États-Unis. Et en fait, quand on parle des États-Unis, en général, derrière les hommes politiques, il faut voir les entreprises, et ce que j'ai appelé le conglomérat militaro-industriel. On n'imagine pas le nombre d'armes qu'ils ont vendues dans cette province, dans cette région du monde depuis 20 ans que la guerre dure. En termes de millions, c'est extraordinaire le nombre d'armes qu'on a vendues. Et ça, je pense que c'est les vrais enjeux que malheureusement très peu de gens connaissent. L'opinion publique n'est pas au courant de ça parce qu'on leur présente les choses. Et ça, c'est la faute des médias, la faute ou la responsabilité des médias. On présente les choses de manière simpliste, consistant à dire il y a deux ethnies qui s'affrontent entre elles, ils se massacrent, c'est des sauvages, etc. Mais quelle est la responsabilité des entreprises, des multinationales, dans ce qui se passe dans cette guerre-là au Congo? Et partout au monde où il y a une guerre, ce sont les mêmes. En Afghanistan, en Irak, en Syrie, partout où il y a des guerres, ce sont les mêmes qui financent. Les uns et les autres d'ailleurs. Ils financent les deux camps et ils s'en sortent bien. Donc la guerre du Congo, c'est celle-là. Nous étions infiltrés au plus haut sommet de l'État, dit-il, mais ils ne le découvrent pas à ce moment-là. C'est d'ailleurs, quand tu regardes mon livre, je tiens absolument à faire deux parties du livre. Une première partie qui concerne ses déclarations, donc son discours, que j'essaie de respecter le maximum en restituant ce qu'il a dit. Mais je me dis, je ne peux pas me contenter de cela, puisque sinon je ferais de la propagande. En ce qui me concerne, j'ai envie de faire une deuxième partie où j'explique les enjeux, parce qu'évidemment, il a une responsabilité, il ne peut pas le reconnaître, donc il ne fait pas de l'autoflagellation. Mais c'est à moi, en tant que chercheur, de montrer les autres enjeux, etc. Je reprends ce discours-là de Laurent Désiré Kabila, puisque pour moi, c'est important, puisqu'à ce moment-là, je suis en train de mener une recherche pour expliquer un peu ce monsieur, puisque j'ai vu qu'au moment où il arrive, 1996, tous les gouvernements occidentaux le portent en triomphe en disant « il va faire tomber la dictature ». Et je constate qu'un an plus tard, exactement les mêmes, commencent à dire tout le mal qu'ils pensent de lui. Donc au niveau des relations internationales, je ne comprends pas très bien. Donc j'essaie je fais une recherche à ce moment-là pour comprendre ce personnage et pouvoir expliquer ce qu'il est. Et c'est pendant ma recherche que je tombe sur ce discours qui est rare en politique. Un chef d'État qui parle sans langue de bois et qui explique tout en des termes vraiment... Et il parle à la communauté congolaise de Libreville au Gabon, où il leur explique justement ça. Et là-dedans, il explique très clairement les choses. Il dit, il n'y a pas de guerre civile, comme Monseigneur Moziro l'avait dit. Il n'y a pas de guerre civile, il n'y a pas de guerre ethnique, c'est une agression. Il oublie que lui-même, quand il est venu, c'était déjà une première agression du Congo. Mais ce n'est pas à lui de le dire, c'est à moi de le dire. Deuxième chose, il dit, maintenant... Une fois que je suis au pouvoir, que j'essaie de mettre en place le programme que j'ai choisi pour le peuple congolais, je vois que j'ai beaucoup d'ennemis, puisque pour la première fois, ils sont face à quelqu'un
qui n'accepte pas de recevoir des ordres, notamment quelqu'un à qui on dicte qu'il doit prendre dans son gouvernement, etc., etc. Sauf que de nouveau, là-dedans, dans son propre gouvernement, il y a notamment, pas simplement des Tutsis, mais des Rwandais. James Kabarebe, qui est actuellement, je ne sais pas s'il est encore ministre de la Défense au Rwanda aujourd'hui, mais cet homme-là est son ministre de la Défense. Donc quand il dit qu'il découvre, il ne découvre rien. De nouveau, ce n'est pas à lui de le dire. Bon, mais c'est vrai quand même qu'on voit que c'est quelqu'un qui a une vision, parce qu'il y a un certain nombre de décisions qu'il prend qui relèvent de la souveraineté du Congo. Par exemple, à un moment donné, il décide que, comme dans tous les pays du monde, la monnaie nationale qui est utilisée, ça ne peut pas être le dollar, nous ne sommes pas aux États-Unis, ça doit être le franc congolais. Et tout de suite, une levée de bouclier, on tire celui à boulet rouge, notamment ici en Belgique, Louis Michel, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères, dit qu'un président qui décide qu'on ne peut pas utiliser le dollar dans les transactions ordinaires dans son pays n'est pas un homme recommandable. Donc, effectivement, c'est vrai qu'il s'est cru malin en s'appropriant la guerre des autres, mais ce n'est pas sa guerre. Ce n'est pas sa guerre parce que Kagame, le président rwandais, a lui-même reconnu que c'est lui et Museveni de l'Ouganda qui ont conçu, planifié et exécuté la guerre du Congo, qui l'ont utilisé lui. Je pense qu'ils ont raison en l'occurrence, comme sous-traitant. Et donc lui, il veut s'approprier une guerre qui n'est pas la sienne, alors qu'on lui a donné une armée. Et quand il arrive au Congo, il commet l'erreur de ne pas utiliser les militaires congolais. Il veut utiliser les militaires des États voisins qui agressent le Congo. Résultat, on lui impose des ministres. Ceux qu'il découvre par après que nous étions infiltrés au sommet de l'État, il le savait très bien. Quand je dis son ministre de la Défense, c'est le propre ministre du gouvernement rwandais aujourd'hui de la Défense. Le ministre des Affaires étrangères à l'époque, c'est un Tutsi dont l'objectif, ce n'était pas de défendre les intérêts du Congo. Et donc, c'est très intéressant ce discours-là de Laurent Désiré Kabila, puisque c'est un discours qui pourrait en aider beaucoup qui veulent comprendre les relations entre les grandes puissances et les chefs d'État africains. À un moment donné, dans ce discours, il dit « Mais ces gens-là, ils traitent avec nous comme avec des gamins. Ils nous prennent comme des gamins et ils me disent qui je dois mettre dans mon gouvernement. Et moi je dis, mais monsieur, est-ce que nous on vous dit qui vous devez mettre comme ministre dans votre gouvernement? Ça ils n'aiment pas entendre parce qu'ils n'ont jamais entendu, dit-il. Aucun chef d'État africain ne leur a jamais dit une seule fois, mais c'est moi qui désigne mes ministres quand même. Qu'est-ce que c'est que ça? Et on le trouve arrogant. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'on l'oblige non seulement à avoir des ministres dans son gouvernement, on le lui désigne, ce qu'il accepte, et puis à un moment donné, il refuse, mais on lui dit même, on l'oblige même à demander de l'aide. Ça, c'est une des parties intéressantes dans son discours. Le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'oblige à demander de l'aide. Et lui, il dit, j'ai pas besoin d'aide. Si, tu dois, même si tu n'en as pas besoin, il faut que tu en aies besoin. Il dit, mais non, je vois que quand vous avez besoin d'argent, vous venez chez moi ici, vous vous enrichissez. Donc c'est nous qui avons l'argent. Ça veut dire que le danger, pourquoi ils ont tué Laurent Désiré Kabila? C'est le titre de mon livre. En fait, moi, ça m'intéresse peu de savoir qui l'a tué, on sait qui. Mais pourquoi? Parce que pour la première fois, il y a un chef d'État qui dit nous allons construire le Congo sur les forces du Congo. Nous allons organiser des élections avec de l'argent du Congo. Et non, parce que les autres tiennent à tout prix à lui donner de l'argent pour pouvoir le tenir. Et une de ces phrases-là qui dit « Nous allons pour la première fois organiser des élections qu'il veut, démocratiques, est-ce qu'elles l'auraient été, je n'en sais rien, mais en tout cas, des élections qui sont financées par nous-mêmes », c'est un esprit d'indépendance auquel ils ne sont pas habitués. Mais bien sûr, avant lui, il y en a eu d'autres qui ont, tous les quelques rares autres qui ont, avant lui, essayé d'avoir le même état d'esprit, c'est-à-dire d'ouvrir l'intelligence aux Africains en disant « Vous êtes capables, vous pouvez vous diriger vous-même, vous n'avez pas besoin de ces gens-là », comme Thomas Sankara, etc. Ils ont été assassinés comme lui a fini. Lumumba, c'est pareil. Tous ceux qui ont essayé d'avoir des rapports normaux, comme ils les ont entre eux. Quand la Belgique va voir les Italiens, ils traitent plus ou moins d'égal à égal. Mais il y a ces armes-là que l'on ne voit pas, toujours ces armes que l'on appelle l'aide, qui sont effectivement des occasions, des instruments de domination. Et quand tu refuses d'être aidé, quand tu refuses de demander l'aide du FMI, alors qu'effectivement tu n'en as pas besoin, tu deviens un ennemi parce que ça va faire exemple sur d'autres.
Et ils vont se rendre compte que finalement, ils n'ont pas besoin de nous. Or, ils ont besoin de lier ces gens-là. La plupart des autres chefs d'État sont dans ce type de rapports incestueux là. Ils sont là pas parce qu'ils ont un projet pour leur peuple, mais parce qu'ils ont un projet pour l'Occident, pour les grandes puissances qui les ont installés au pouvoir. Voilà. Si on parle du Burundi, il y a 3 ethnies là-bas. Effectivement, l'ethnie majoritaire représente 70% de la population, c'est les Hutus, les autres sont 30%. Qu'est-ce que je dis 30%? Non, 80% sont des Hutus et les 20% c'est les Tutsis et les Pygmées qui se les partagent. Il y a 3 ethnies, c'est possible de faire ce dénombrement-là. Mais dans un pays comme le Congo où vous avez 365 ethnies, est-ce qu'il y a une seule ethnie qui peut se considérer comme minoritaire par rapport à toutes les autres réunies? Mais ce sera le cas de tout le monde. On prend n'importe quelle ethnie congolaise séparée, elle sera toujours minoritaire. Donc c'est un faux argument, c'est un faux prétexte. Et ça, je pense que le débat est déjà clos, ne serait qu'au Congo là-dessus. Il n'y a que les gens qui veulent encore entendre ça. S'ils réfléchissent 2 secondes sur ça, ils vont se rendre compte que ça ne prend pas. Vous voulez protéger une minorité. Alors, ce qui est le plus drôle, c'est qu'à l'époque, et encore maintenant, à l'époque où ils ont pris les armes, c'est la minorité, la fameuse minorité qui attend d'être protégée, qui est la seule à avoir des armes. Donc en fait, c'est elle qui devrait protéger les autres, parce que c'est la seule à pouvoir faire mal aux autres. Donc, cet argument-là, c'est un faux prétexte. On prend le bâton pour frapper son chien quand on l'accuse de rage, et ça c'est le bâton que l'on prend parce qu'il y a une connivence au niveau international, ce qu'on appelle la communauté internationale, mais surtout les médias, pour admettre des raisonnements de ce type. Ça ne tient pas debout 2 secondes de dire quand vous êtes 365 ethnies, il y en a une qui est minoritaire. C'est idiot de propager des idées comme ça. Et pourtant, parce qu'il s'agit de Tutsis. Parce que ces gens ont entre guillemets la chance, ou on peut dire ça comme ça, d'avoir connu des atrocités au Rwanda. Et donc à partir de là, le gouvernement de Kagame en fait un fonds de commerce. Et donc partout au monde où se trouvent des Tutsis, comme au Congo, il ne faut pas y toucher. Peu importe les actes qu'ils posent, s'ils prennent les armes contre leur propre pays, il ne faut pas Kabila dit ça également dans le livre, je rapporte également ça. Messieurs, ces gens viennent nous agresser, ils prennent les armes, et parce que c'est des Tutsis, on devrait se laisser faire. Qui, à la place de Kabila, n'appelle pas à la résistance et à la mobilisation populaire tous azimuts? Personne, aucun responsable, tous les responsables devraient faire comme lui. Bon, c'est des prétextes, évidemment. Les vraies raisons sont ailleurs, et elles sont d'ordre pécunier. C'est parce qu'on veut gagner sur cet immense pays, ces immenses ressources. Et là-dessus, il y a plein d'auteurs également qui citent les rivalités entre les grandes puissances sur le Congo. Lorsque à la fin des années 80, des responsables américains au plus haut niveau disent « ça fait longtemps que nous avons laissé les richesses du Congo, enfin de l'Afrique centrale », disent-ils, comme ça ils ne désignent pas le Congo, entre les mains des Français, en citant une série de ressources du sous-sol congolais uniquement, qu'il n'y a pas au Rwanda, qu'il n'y a pas en Ouganda, qu'il n'y a pas au Burundi, il y a juste au Congo. Le cobalt, l'or, le diamant. Des responsables américains, des ministres, Brown, etc., disent ça explicitement. Donc à partir de ce moment-là, la guerre qui va suivre après, avec l'administration Clinton, s'inscrit clairement dans cette vision-là. Tout le reste va suivre. Ils vont sous-traiter par proxy interposé par ces gouvernements rwandais et ougandais interposés, ils vont sous-traiter cette guerre pour arriver au Congo. Et tout le reste ne sont que des prétextes. Absolument. On se partage le Congo, on dépece, c'est un dépeçage en règle du Congo et ça a duré pendant des années. Et tout le monde, à partir de l'instant où la lumière n'est pas faite sur des enjeux, mais sur ces choses-là, eh bien l'exploitation se fait de plus belle. On peut exploiter d'autant plus allègrement, d'autant plus facilement qu'on se focalise par exemple sur les morts, sur le nombre de victimes, etc. Pendant ce temps-là, tout ce qui concerne l'exploitation des ressources minières, on ne le voit pas. Quand on regarde les chiffres également, je crois que c'est entre 1996 et 2003, 7 ans, du Congo sont sortis 10 milliards de dollars par cette exploitation-là. Alors on comprend, quand il s'agit de milliards, la vraie raison elle est là, mais elle est toujours sous le boisseau, parce que malheureusement ceux qui doivent l'expliquer, c'est-à-dire d'une part les médias, d'autre part les experts, les universitaires, ne sont pas tous de bonne foi.
La plupart se rangent du côté des exploitants. Les médias, c'est quasi normal. Leur job, c'est de faire en sorte que les populations ne comprennent pas les enjeux. Mais quand on va jusqu'à des universitaires qui connaissent les enjeux, ou quand ils ne les connaissent pas, ils peuvent chercher à les connaître, et qui se rangent du côté de guerre civile, guerre ethnique, etc., lorsqu'il s'agit d'une guerre politique comme ça se fait partout ailleurs, là on se pose des questions, et évidemment, ça fait que la cause est difficile à défendre, parce qu'on se retrouve que quelques-uns à pouvoir, dans un océan de mensonges, essayer de faire percer un petit rayon de soleil de vérité, ce qui est une tâche très compliquée. J'étais déjà en train de les faire, et c'est vrai que quand je suis devenu journaliste, j'ai découvert quelque chose. Non, pas pendant que j'étais étudiant, mais quand j'ai commencé par exemple dans mon stage, ou alors quand j'ai commencé à travailler comme journaliste, je me suis rendu compte que j'étais un gros naïf, parce que mon métier n'était pas celui que je pensais. Je pensais que le journalisme, c'était pour ouvrir les yeux aux autres, pour rapprocher les peuples, etc. Et je me suis rendu compte que c'est une arme de destruction massive, le journalisme. J'ai déchanté par rapport à ça, et donc quand j'ai fait mes études de communication, la guerre du Congo m'a encore ouvert les yeux encore plus sur ça, parce que j'ai vu des collègues belges ou français dire des choses qui allaient complètement à l'encontre de la réalité, et parfois on échangeait sur cette réalité-là. Une journaliste du soir qui est très connue en Belgique, Colette Brackman, il y a eu des moments où on a échangé des informations, et ce qu'elle écrivait le lendemain dans le soir ne correspondait pas du tout à la réalité. J'ai connu des choses comme ça. Et donc là, j'ai eu vraiment l'occasion de déchanter, de me rendre compte que le métier que j'avais choisi, ce n'était pas celui que je pensais qu'il était. Bon, j'ai poursuivi mon doctorat en communication. Aujourd'hui, j'ai la chance justement d'enseigner cela. Et j'essaye dans mon nouveau métier d'enseignant à l'université d'ouvrir les étudiants, de leur ouvrir les yeux à cette réalité-là. C'est qu'il faut savoir ce que vous allez faire demain, vous devez pouvoir assumer ça demain, mais dès le départ, vous devez savoir que ce n'est pas un métier dont l'objectif c'est de permettre au public de comprendre les enjeux. Les médias sont entre les mains de ceux qui ont également les richesses. Et donc, à partir de là, ce sont surtout leurs intérêts qu'ils protègent. Et quitte à marcher sur la vérité, le rôle des médias, c'est... Bon, heureusement que les gens ne savent pas comment ça fonctionne, je crois, parce que sinon les oligarchies mondiales auraient beaucoup de boulot, beaucoup de mal. Ils se tiennent tranquilles justement parce que les gens ne savent pas comment fonctionne. Depuis toujours, en fait, sous l'armée de Mobutu, elle n'a déjà pas pu se défendre. On nous a expliqué tout à l'heure que dès la Première Guerre, les soldats sur le front recevaient des armes, mais les munitions ne correspondaient pas. C'était une hiérarchie militaire complètement inconsciente. Mais plus tard alors, lorsque Kabila père devient président, il ne peut pas organiser une armée puisque son armée est tenue par Kabarebe le Rwandais. Et quand il essaie de se sortir du guêpier, il doit chercher l'aide d'autres pays, de l'Afrique australe, du Zimbabwe, de l'Angola, etc. Le pire, c'est encore sous Joseph Kabila. Puisque là, je pense que l'objectif est très clair, c'est de favoriser la mainmise du Rwanda et de l'Ouganda sur toutes les institutions congolaises, à commencer par l'armée. Par exemple, on a pu voir que plus d'une fois, lorsque l'armée congolaise était sur le front avec les soi-disant rébellions du CNDP de Laurent Nkunda, au M23 de Makenga, au moins à 2 reprises, lorsque l'armée congolaise était entre les mains d'un commandant qui avait les moyens de faire cette guerre, à 2 reprises, voire 3, au moment où l'armée congolaise, par exemple, à Mouchaki, avec Laurent Nkunda, ou à Goma récemment avec le M23, au moment où l'armée congolaise prend le dessus sur les fameuses rébellions, un ordre de la hiérarchie militaire vient de Kinshasa, on rappelle le commandant, ou on le tue, c'est le cas du dernier, du jeune homme, là, commandant Ndala, il s'appelle comme ça, Mamadou Ndala. Donc, soit on le relève du commandement, celui qui a le dessus, qui a les troupes aguerries et qui a le dessus,
soit on le tue. Ces 2 fois, c'est sous Kabila fils, Kabila Joseph. Donc à un moment donné, très clairement, il faut ouvrir les yeux et se rendre compte que le rôle de Joseph Kabila à la tête du Congo, c'est de favoriser l'affaiblissement du Congo pour qu'il tombe après comme un fruit mûr. Sauf qu'il dispose d'une image très positive à l'étranger, comme il parle peu, et le fruit, en fait, il continue son processus de pourrissement sans qu'on s'en rende compte, puisque très peu de gens osent voir des choses comme nous, on les voit, comme l'analyse que j'ai faite dans cet article de 2012, là, où je montre très bien le rôle que Kabila en personne joue lorsque un commandant, le Saint-Syrien, il va un commandant, un ancien de Saint-Cyr, on lui donne les armes, on lui donne les troupes, etc. Et effectivement, il prend le dessus sur les troupes d'Nkunda. Et c'est l'ordre qui vient de Kabila pour le relever. Et qui est-ce qu'il met à la place de Kabila? Qui est-ce qui le remplace? Général Amissi Tangofo, qui est un faux général d'abord, qui n'a jamais fait aucune école militaire, mais qui en plus est un ancien de ceux qu'il veut combattre, le CNDP. Ce sont ses anciens copains. Nkunda est un ancien compé d'Amissi. À Kisangani, en 2002, je pense, ils ont même commis des massacres à l'encontre de la population congolaise. Donc, toi, tu es le chef de l'État du Congo. Tu veilles aux intérêts supérieurs du Congo, à la sécurité du Congo. Et quand il y a un commandant qui a le dessus sur l'ennemi, tu le relèves et tu envoies à sa place un ancien copain de Nkunda, Amissi Tangofo. C'est un copain de Nkunda. Qu'est-ce qu'on fait là? Il y a... Ailleurs, ça s'appelle haute trahison, sauf au Congo. C'est un acte de haute trahison, cela. Comment est-ce qu'on organise également la faiblesse de l'État congolais? C'est via des processus qu'on appelle les mixages. C'est-à-dire, il y a 4 rébellions, 5 rébellions, etc., soi-disant rébellions, qui ont chacun des militaires, des faux militaires, parce que ce pas des gens qui ont fait vraiment l'armée. Et puis on oblige, qui oblige? De nouveau, les puissances occidentales, la Belgique, l'Union européenne, les États-Unis obligent l'armée, enfin, je ne sais pas si on peut dire obliger, mais en tout cas ils suggèrent fortement. Mais pour moi, on n'oblige pas parce que je pense qu'on prêche à un converti à mélanger tous ces gens-là. Donc des gens qui se tapent tirer dessus 2 jours avant, ils se retrouvent dans la même armée sans aucune idéologie, sans ambition commune, au contraire. Donc on affaiblit l'armée congolaise de cette manière-là. Donc les gens se mettent à se surveiller les uns les autres plutôt que de surveiller l'ennemi. Ils se mettent les bâtons dans les roues, etc. Et on a bien vu clairement que le meilleur affaiblissement de l'armée congolaise est venu notamment de ce processus de mixage qui a été financé à coups de millions par l'Union européenne et par les États-Unis, qui savaient que ça allait produire ce que ça a produit. Ça doit être une des conditions qu'on avait posées à Laurent Désiré Kabila à l'époque, c'est de ne pas reprendre tout, comme le Saint-Syrien dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y avait une crème de l'armée congolaise, il y avait une vraie crème, des gens qui avaient été formés dans les plus hautes académies militaires, mais que Kabila n'a jamais voulu prendre, parce qu'il est venu avec des armées étrangères. Et après, il s'étonne que les armées étrangères se retournent contre lui alors qu'il est venu avec. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais je pense qu'effectivement, c'est une erreur monumentale, même encore aujourd'hui, de continuer à croire qu'on peut avoir une armée où on les forme pendant 2 semaines, pendant 2 mois, enfin, ce que font les Belges, notamment à Kindu actuellement. On forme des gens pendant quelques semaines et puis on dit qu'on a une armée. C'est pas ça, une armée. Une armée qui doit se battre contre le monde entier. C'est le cas du Congo, c'est ça, il doit se battre contre le monde entier. Et on forme des gens à la va-vite, là, et puis on est content, etc. Non, il faut être sérieux. Tout ça est à réformer de fond en comble. Et il y a même des anciens militaires congolais qui sont également des académiques ou des universitaires qui ont écrit des ouvrages pour expliquer comment il faut faire. Mais il faut qu'il y ait preneur. Et actuellement, au Congo, il n'y a pas preneur. Il n'y a personne qui veut construire une armée républicaine qui puisse défendre l'État et la nation. En revanche, un peu comme Mobutu, oui, ceux qui ont les moyens aujourd'hui, c'est la garde présidentielle. Comme sous Mobutu, tiens, il y a un mimétisme extraordinaire entre Joseph Kabila et Joseph Mobutu. Il s'appelait aussi Joseph Désiré Mobutu, de Joseph. Donc, comme lui, il y a une armée dans l'armée. Celle qui dispose de tous les moyens logistiques, qui dispose de bons salaires, etc., et qui est à son service à lui, garde présidentielle, personnelle, et le reste de l'armée qui n'est pas payé, qui n'est pas entretenu, qui n'a pas les moyens de faire la guerre.
pas donc là. C'est pour ça qu'on se dit chaque fois que le Rwanda crée une rébellion et rentre comme du beurre dans le Congo. Mais forcément, puisque. En revanche, lorsque lui-même est attaqué, Kabila, le Joseph Kabila, ben, sa garde présidentielle, elle se lève, elle va casser du Bemba. On se souvient le lendemain des élections de 2006 où son armée en est venue à en découdre avec les troupes de Bemba à Kinshasa. Là, il est prêt à mettre tous les moyens quand il s'agit de se défendre lui. Mais quand il s'agit de défendre l'État, la nation, le Congo, là, c'est une autre chose. Il y a deux choses. La première, c'est que la résistance, elle existe encore, même si au niveau de la résistance armée, elle a été démantelée, où les chefs ont été appelés à Kinshasa par le processus de mixage, justement. Donc on a dégarni les résistances et on a mis tous ces chefs, ils se sont embourgeoisés à Kinshasa. Mais ce n'est pas la seule forme de résistance. La résistance, au niveau local, elle est d'abord mentale. Ça veut dire que les gens disent non à l'occupation, non à l'agression. Nous ne voulons pas être rwandais, nous ne voulons pas être ougandais. C'est la résistance, et celle-là, elle est encore présente aujourd'hui, et elle est présente aussi bien dans le dernier comment j'allais dire, des fermiers, hein, des citoyens dans les villages, comme dans la tête de l'élite intellectuelle en général. Et donc c'est la deuxième chose, je voulais dire, et cette résistance-là qui est d'abord mentale et qui est la première, eh bien, elle n'est pas que kivusienne, elle est congolaise. La chance que nous avons, c'est d'avoir une nation, et ça permet à ce que, précisément, la résistance puisse se faire, y compris mentalement. Les calculs sont faits depuis 1996 avec des projections pour dire si on attaque telle province, l'autre va se retirer, et jusqu'à présent, ce qui a sauvé le Congo, ce n'est pas simplement parce qu'il y a une résistance au Kivu, elle aurait déjà été mise à mal. C'est également parce que la résistance, elle est congolaise. Si vous allez, quand on interroge, quand on observe, quand on examine toute la population congolaise dans son ensemble, c'est elle qui résiste. Lorsque le colonel Mamadou Ndala, qui, pour la première fois que l'armée congolaise prend le dessus sur les fameuses rébellions, etc., ce garçon-là n'est pas originaire du Kivu. Mais c'est un résistant mentalement, il arrive à insuffler cette résistance-là et il vainc les choses. Et quand il est tué, il est célébré dans le Congo entier. On le pleure dans le Congo entier. Des étudiants, quand Bukavu est attaqué en 2002, chaque fois que Bukavu est attaqué, les étudiants marchent à Kinshasa, marchent à Lubumbashi, marchent au Bandundu à 2000 km. Cette résistance-là, ils auront beaucoup de mal avec le Congo en fait. Ce d'autant plus que la génération actuelle, c'est-à-dire les jeunes, qui sont après nous, eux, ils sont encore plus déterminés que nous. Donc ils auront beaucoup de mal. Ceux qui ont fait des calculs machiavéliques, bon, grand bien leur fasse. Mais je pense qu'il sera difficile de soumettre la population congolaise parce que cette conscience-là, la conscience politique, donc cette résistance mentale, elle est là, elle est présente. Bon, donc tout à l'heure, on a expliqué la question des experts. Hein. Comme moi, je suis un universitaire, j'aime bien prendre par ce bout-là. C'est-à-dire des gens qui suivent l'histoire depuis des années, qui sont au courant des véritables enjeux et qui, pour mille et une raisons, font leur travail de manière, je vais dire, non honnête. On va prendre un exemple tout simple de quelqu'un qui a une suffisante autorité au niveau universitaire sur la question des Grands Lacs, donc Philippe Rentiens en Belgique, c'est l'une des personnes qui sont vraiment consultées sur la question. C'est quelqu'un qui effectivement dispose d'une expertise certaine, je n'en disconviens pas. Mais à un moment donné, tout à l'heure, on a vu un article écrit en 2011 par Philippe Rentiens, dans lequel Philippe Rentiens cite un ouvrage. Donc, il se base sur cette source-là, Muller-Ruimbika, qui était un Munyamulenge, et Muller-Ruimbika attribue des propos à Lwabanji Lwasi, qui est l'ancien vice-gouverneur du Sud Kivu, qui était gouverneur faisant fonction à l'époque où la guerre de Laurent Désiré Kabila éclate en 1996. Et donc, Philippe Rentiens cite des propos de Lwabanji Lwasi de la bouche du livre du Muller-Ruimbika. Or, ce sont des propos extrêmement graves où on l'accuse carrément d'être un génocidaire, d'en appeler au crime et au meurtre. On dit qu'à l'époque de la guerre, il a
appelé, sinon obligé, tous les Banyamulenge à aller chez eux au Rwanda. Des propos graves. Philippe Rentiens est un expert et à ce moment-là, quand il cite Muller-Ruimbika, il sait très bien que celui qui est cité par Muller-Ruimbika, c'est le Bandji Loasi qui est en Belgique comme lui, quelqu'un qu'il a déjà rencontré. Et la moindre des démarches intellectuelles consiste à, tiens, on vous a cité, avant de citer tel livre, on vous a cité, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Et il aurait eu les vraies paroles prononcées par le Bandji Loasi. Il ne l'a pas fait. Pour moi, c'est un manquement grave au niveau de la démarche intellectuelle. Et c'est comme ça qu'il y a une série de choses, pas uniquement celle-là, plein d'autres choses ont été colportées, dites, qui ne sont pas vérifiées, qui ne sont pas recoupées, et un tel cite un tel, qui a cité un autre, qui a cité un autre, et ça fait une sorte de vérité partie sur du vent. Le départ est faux, et on se cite, on croit que, puisque plusieurs personnes l'ont répété, donc c'est vrai. Ce qu'il a dit, ce gouverneur-là, à l'époque, ce que le Bandji a dit, c'est tous les citoyens, tous les civils, c'est-à-dire les Banyamulenge, les Barega, les Bafuliru, toutes les populations civiles qui sont dans les hauts plateaux où se déroule la guerre, nous leur permettons, via un corridor humanitaire, de sortir de là et de les installer dans des cas au Congo où ils seront plus en sécurité. Et quelqu'un comme Philippe Rentiens, qui est un universitaire respecté, c'est ça. À partir de l'instant où il peut avoir la source première de le Bandji Loasi, mais qu'il préfère citer Muller-Ruimbika, qui est lui-même instrumentalisé par le Rwanda et par l'Occident, pour moi, il y a un réel problème.